Bien, bonjour. Après ce petit signal de réveil, je vous propose de commencer. C'est le dernier cours de cette série pour l'année 2017-2018. Donc, je vous remercie d'avoir été très, très fidèle à cette série de leçons. Je n'ai pas encore totalement décidé ce que je ferai l'année prochaine, mais enfin, je peux essayer en avant-première de vous dire que ce sera probablement sur les infections chroniques. Donc on reviendra à des aspects, disons, plus moléculaires, cellulaires, de mécanistique des infections, en particulier dans la perspective de la chronicité et des conséquences de la chronicité de l'infection. Donc je commence déjà à essayer de voir comment je pourrais organiser tout ça. Donc voilà, ce dernier cours, il est avec un titre peut-être un peu cryptique, des microbes et des petits-dômes, hasard et nécessité de l'holobiose. Je suis arrivé au Collège de France il y a une dizaine d'années, je ne comprenais pas toujours les titres de mes collègues. Donc je me suis dit qu'il fallait que moi aussi je me mette à faire des titres un petit peu cryptiques de temps à autre. Et je pense qu'avec le bagage que vous avez acquis ces dernières semaines, vous devez comprendre de quoi je veux parler. L'essence de tout ça, c'est d'essayer de voir finalement l'interface entre le nouveau-né et le microbiote et comment ces premières étapes d'interaction vont éventuellement conduire à un équilibre qui va définir la santé, ce qu'on appelle l'homéostasie, ou au contraire, du fait de l'altération de la mise en place de ce microbiote, et on y reviendra bien entendu, comment les choses peuvent éventuellement mal tourner sur un mode et sur un certain nombre de situations dont on parlera ou reparlera, vous verrez au fur et à mesure, mais certaines d'entre elles, vous les anticipez déjà. Donc il y a cette présentation que je vais vous faire maintenant, et puis on aura un séminaire donc, ensuite par le docteur Pascal Vonège, je vous la présenterai avant qu'elle fasse son séminaire, qui illustrera et en particulier complétera quelque chose dont je ne vais pas parler délibérément d'ailleurs dans ma présentation, qui est l'interface en fait entre le microbiote sous une forme éventuellement pathogène, dysbiose, et l'hôte, en particulier le nourrisson et le jeune enfant, avec des manifestations qui se présentent sous forme de malnutrition, de retard de croissance. Ça permettra de récapituler un petit peu le certain nombre d'éléments qui ont été discutés la semaine dernière, en particulier dans ma présentation, mais surtout dans celle de Karine Clément, et de le mettre dans une perspective vraiment, je dirais, presque opérationnelle, et vous verrez tout à l'heure quand Pascal vous fera la présentation de son travail. Donc voilà le menu pour aujourd'hui. Et donc on va parler de ces microbes chez les enfants et en particulier chez les nouveau-nés. Je n'ai pas pu résister à sortir cette diapositive que j'ai depuis un bon moment dans ma collection, qui en fait est un peu un hommage à un grand pédiatre microbiologiste qui s'appelait Escherich, qui a donné d'ailleurs son nom au microbe duquel on a donné le nom, Escherichia coli. Et si vous lisez le texte, je l'ai traduit en français. En fait, je vous rassure, je l'ai traduit de l'anglais, parce qu'en allemand, ça m'aurait pris quand même beaucoup de temps. Un temps où la recherche microbiologique nous a valu tant de lauriers en suivant la méthode de recherche de Koch dans le domaine du diagnostic et de la pathologie des maladies infectieuses. Il ne mentionnait pas Pasteur, mais enfin, à cette époque-là, on ne s'aimait pas trop avec les Allemands. Il pourrait sembler vain et douteux d'examiner et analyser les bactéries apparemment présentes aléatoirement dans les selles normales et dans le tractus intestinal, une situation qui semble être contrôlée par un millier de coïncidences. Il avait déjà un petit peu son idée sur la façon dont se construisait le microbiote. Si j'ai néanmoins exclusivement dédié l'année écoulée à cette étude, c'est avec la conviction que la connaissance précise de ces conditions essentielles à la compréhension non seulement de la physiologie de la digestion, mais aussi de la pathologie et la thérapie des maladies microbiennes intestinales. Et je suis toujours impressionné, je vous l'ai montré à plusieurs occasions, par ces espèces d'éclairs de vision, parce que quand vous regardez la date, on est en 1901 et on ne connaissait pas encore, au fond, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On n'avait pas encore, en particulier, les méthodes de séquençage de nouvelle génération et la bioinformatique. Donc j'aime bien rendre hommage à ces personnalités qui ont eu cette vision de l'importance d'un sujet et qui ont su le valoir et le faire écrire et l'écrire. Donc,
On va parler de l'établissement du microbiote intestinal humain et on va vraiment se focaliser sur la période périnatale, parce qu'au fond, il semble que ce soit là que se jouent beaucoup des éléments d'interface entre le microbiote et le futur de l'individu colonisé, et en particulier d'un certain nombre d'éléments qui sont importants dans le développement de l'individu colonisé. On y reviendra et vous connaissez déjà un certain nombre de ces éléments. Donc, inutile de vous redire que le microbiote intestinal est devenu, ces dernières années en particulier, dans le concept, un élément à part entière de la santé de l'enfant, et que beaucoup d'études cliniques maintenant, effectivement, sont orientées à consolider au fond dans un certain nombre de domaines l'importance du microbiote dans la santé. Donc, la colonisation par le microbiote se fait classiquement, en tout cas, on va voir qu'il y a peut-être une brèche à l'heure actuelle dans le concept, mais au moment de la naissance, en tout cas, c'est comme ça que ça a été établi par Tissier au début du siècle, en 1900, qui avait fait des études sur des nourrissons, des produits d'avortement et toutes possibilités après la naissance, et avait émis, avec les moyens microbiologiques de l'époque, la théorie selon laquelle le fœtus était stérile et ne se contaminait en fait ou n'accumulait des microbes, en particulier dans son tube digestif, qu'au moment et après la naissance. Et c'est resté au fond un dogme au fil des décennies, surtout le XXe siècle, jusqu'à ce qu'au fond, ces dernières années, en particulier les nouvelles méthodes de diagnostic, en particulier le diagnostic moléculaire, battent en brèche un tout petit peu ce dogme, et j'essaierai de vous en parler initialement parce que ça permettrait de revoir un petit peu la façon dont on envisage l'interface homme, en tout cas pour ce qui nous concerne, et microbe. Donc, est-ce que le microbiote intestinal pourrait en fait être ensemencé avant la naissance, ou en tout cas les premiers éléments de sa construction pourraient apparaître avant la naissance? C'est une question qui, à l'heure actuelle, soulève un certain nombre de débats et je dirais des controverses qui sont souvent extrêmement techniques parce que la crédibilité des résultats dépend essentiellement, au fond, de la qualité technique de la manière dont sont réalisées les études. Donc, ce microbiote, on va y revenir, s'établit éventuellement avant, mais essentiellement au moment et après la naissance, et va se construire jusqu'à la 2e année, où il est véritablement en devenir, et à partir de la 2e année, il va se consolider, 3e, 4e, 5e année, et à partir de cette période, il va devenir ce qu'il sera ensuite à l'âge adulte, c'est-à-dire un microbe complexe dont on a déjà beaucoup parlé, extrêmement divers, et dont la robustesse et la résilience sont établies justement par cette histoire de coévolution qui permet ces assemblages microbiens extrêmement solides. Alors, la stabilité du microbiote intestinal humain, elle est bien entendu ce que je viens de dire, mais il y a un certain nombre de facteurs dans cette période de la naissance qui vont influencer la structure du microbiote intestinal. Ça va être en particulier le mode d'accouchement, et on va y revenir, parce que ça, c'est un élément qui peut-être a été sous-estimé jusqu'à présent et qui semble peu à peu être à prendre en considération dans la mesure où à la fois on a des évidences de modification drastique du microbiote entre un enfant qui est né par les voies naturelles, par un accouchement vaginal, et un enfant qui est né par césarienne, et où on commence à voir éventuellement, on va en reparler avec prudence certes, mais il faut quand même poser le problème et le débat, que c'est ce qu'on pourrait appeler dysbioses associées à la césarienne peuvent avoir des conséquences éventuellement pathologiques à long terme sur la santé de l'enfant, même si c'est quelque chose qui s'analyse en termes statistiques, avec des odds ratios qui ne sont pas à des niveaux extrêmement élevés, mais néanmoins, on voit bien une tendance. Et on va revenir, bien entendu, et reparler encore une fois de cette hypothèse hygiéniste et de tous ces problèmes éventuellement de maladies postmodernes liées à l'appauvrissement de notre environnement microbien. Alors, le mode d'accouchement, le régime alimentaire, la génétique de l'individu
des éléments comme la glycosylation, le niveau, la caractéristique de glycosylation des mucines, qui, vous le savez, sont des récepteurs éventuellement à ces microbes et qui vont faciliter leur entrée dans le système et leur colonisation. Donc tout ça sont des éléments qui vont éventuellement moduler cette installation du microbiote et sa stabilité à venir. Et une fois qu'il est constitué, comme je vous l'ai dit, il est en gros stable pour le restant de la vie, avec un certain nombre de modifications qui commencent à apparaître au moment de la vieillesse. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que le microbiote qui se détraque dans cette période, malheureusement. Donc le vieillissement est d'ailleurs un élément, j'y viens et je n'en parlerai plus, les éléments pour l'instant sont très très limités, mais il y a clairement deux écoles à l'heure actuelle qui se développent. Un qui serait effectivement le microbiote se dégrade à partir d'un certain âge, et va de ce fait s'établir en dysbiose et accélérer éventuellement, ou en tout cas appuyer sur certains éléments du processus de vieillissement. Et puis d'autres qui commencent à regarder en détail les choses et qui s'aperçoivent qu'au fond, peut-être ce microbiote est un mécanisme de défense contre les processus de vieillissement, parce qu'il y a un certain nombre de micro-organismes qui s'enrichissent dans la période de vieillissement, en particulier des firmicutes, qui semblent pouvoir être des éléments importants dans la trophicité et dans le soutien, au fond, à l'état de malnutrition chronique et d'inflammation de bas niveau qui correspond ou qui est illustré dans la période de vieillissement. Donc il y a là, aux deux extrêmes, finalement, de la vie, des éléments extrêmement intéressants à disséquer et analyser. Et j'espère que dans les années qui viennent, on pourra parler un peu plus de microbiote et vieillissement, parce que c'est certainement un élément extrêmement important. Donc, on va essayer de réfléchir à tous ces éléments-là, et en tout cas au niveau du nouveau-né. Alors, ce qui a émergé ces dernières années, et qui est intéressant au fond, ça se résume dans un terme global qui est les 1000 premiers jours de la vie. C'est-à-dire qu'on commence à regarder la santé de l'enfant en général, et plus précisément dans l'aspect interface avec le monde microbien, du moment de la conception jusqu'à la deuxième année. C'est-à-dire, au fond, la grande période de développement de l'enfant, de l'embryon, du fœtus, puis du nouveau-né, et ces 2 premières années qui sont des années essentielles à finaliser le développement d'un certain nombre de systèmes, le système immunitaire, bien entendu, mais aussi le système nerveux central, le système nerveux périphérique et d'autres éléments qui réapparaîtront éventuellement plus tard dans la vie, comme le développement de certains systèmes endocriniens au moment de la puberté. Mais ces 1000 premiers jours de la vie, au fond, c'est intéressant de présenter les choses comme ça, parce que ça établit la santé et l'interface éventuellement à un moment avec le microbiote dans une espèce de continuum, au lieu d'en faire 2 mondes à la fois, je dirais, sociologiques et scientifiques différents. Et donc c'est illustré par un certain nombre de logos qui fleurissent à l'heure actuelle. La Fondation Gates, par exemple, a un programme financé spécifiquement dédié sur les 1000 premiers jours de la vie. Et au fond, c'est quelque chose qui est en train de devenir une espèce de consensus dans le domaine. Alors vous aurez, je vais m'en occuper demain, tous les fichiers PDF des différents cours et séminaires qui seront sur le site du collège. Et je vous ai mis cette page en particulier qui vous donne 3 revues qui sont relativement complètes, à jour, puisque c'est 2016-2017, en particulier une de mon ami Olivier Goulet, qui est gastro-entérologue pédiatre à l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc, est-ce qu'il y aurait éventuellement un début de colonisation du fœtus, c'est-à-dire, au fond, la formation d'un microbiote dans l'antépartum? Alors, encore une fois, le concept établi par Tissier au début du XXe siècle est devenu une espèce de dogme, mais au fond, les dogmes, ça ne demande qu'à être battu en brèche, et ça se fait très bien dans beaucoup de domaines. Et au fond, pourquoi pas? On sait bien maintenant que le mythe de la stérilité du milieu intérieur, il est remis véritablement en question à différents niveaux, que ce soit le bas appareil respiratoire, que ce soit l'appareil urinaire. On sait bien que maintenant qu'on a des moyens très sensibles
de détection, en particulier par le séquençage des acides nucléiques, des microbes eux-mêmes, on peut montrer la présence de microbiotes dans des zones qu'on considérait classiquement comme stériles. On reviendra sur les limites et les précautions qu'il faut mettre avant de finalement surinterpréter un certain nombre de ces éléments. Mais au fond, tout repose sur une notion qui est la notion d'imperméabilité de la barrière placentaire comme une espèce de barrière absolue au franchissement de microbes, c'est-à-dire au passage de la circulation systémique maternelle dans le cordon et éventuellement dans le fœtus. Donc, on sent bien quelque part que le placenta va être un peu l'organe clé sur lequel va se jouer pas mal de choses, et en particulier la décision si oui ou non la notion d'un microbiote antépartum est quelque chose, est un fait réel. Alors, cette barrière placentaire, vous savez que chez l'homme, elle est extrêmement solide et elle s'établit, au fond, elle met en rapport la vascularisation de l'utérus, par lequel l'enfant va recevoir l'ensemble des nutriments de la mère, sous forme, on en a parlé déjà, de ce syncytium, qui va s'infiltrer en fait dans le tissu utérin, et puis la formation de cette barrière qui est au fond une série d'invaginations vasculaires qui vont se collecter pour former les vaisseaux du cordon. Et là va se jouer finalement cette imperméabilité, cette espèce de sanctuarisation vis-à-vis des microbes du petit. En particulier, ça empêche que l'enfant lui-même, le fœtus, soit envahi, mais qu'éventuellement le chorion soit envahi, que les membranes chorioniques soient infectées. Et on sait que ça arrive avec des agents pathogènes, ça arrive avec l'Listeria monocytogenes, ça arrive avec des virus, le cytomégalovirus par exemple, ou le virus de la rubéole quand ça existait. Donc tout ça, c'est une barrière virtuelle qui peut être au fond submergée par des pathogènes qui sont capables de passer à travers un endothélium vasculaire par exemple, puisque c'est ça la situation. Donc on sait bien aussi que toute cette zone est extrêmement bien protégée en dehors des vaisseaux par des mécanismes antimicrobiens, en particulier par des peptides antimicrobiens. Donc au fond, des passages sont possibles, mais ça risque, si le microbe n'est pas véritablement pathogène, d'avorter assez rapidement. Et il n'est peut-être pas nécessairement surprenant à un moment T de trouver des bactéries dans le placenta. La question, c'est de savoir si elles vont plus loin que le placenta et est-ce qu'elles vont éventuellement envahir le fœtus, puisque c'est au stade fœtal que la question se pose essentiellement. Donc, les études dans ce domaine-là sont assez biaisées parce qu'en réalité, bien souvent, ce qu'on étudie, ce sont des femmes enceintes qui ont une évidence probable d'infection utérine pendant leur grossesse et donc possibilité d'infection du bébé. Donc on est déjà dans une atmosphère où je dirais les risques de trouver des microbes sont relativement plus importants que si on fait une grande étude de femmes enceintes en bonne santé, ne présentant pas du tout de signes d'infection, chose qui est difficile pour deux raisons. Un, parce que finalement le dogme tel qu'il a été établi fait que on n'a pas tendance à faire ce genre d'études. Puis surtout que, bien entendu, dès qu'il s'agit de prélèvements invasifs, sur le plan éthique, c'est virtuellement impossible, sauf exception, de pouvoir aller faire ce type de prélèvement. Donc on manque finalement assez cruellement d'études relativement importantes et éventuellement d'études prospectives au fil de la grossesse pour pouvoir répondre à cette situation. Ceci dit, un certain nombre d'études ont été faites, malgré tout, qui montrent qu'il y a des microbes dans le placenta, qui montrent qu'il y a des microbes éventuellement associés au cordon, qui montrent que le liquide amniotique peut éventuellement présenter des microbes, qui montrent que les membranes fœtales, les membranes chorioniques, peuvent éventuellement être héberger des micro-organismes. Et on va reparler aussi du méconium qui pose problème par rapport à la notion de stérilité.
Alors, il y a trois raisons principales donc, de s'intéresser au placenta. La première, c'est bien entendu parce qu'il est là en position stratégique et c'est lui qui va servir de filtre et en même temps de réservoir si des microbes se sont introduits dans le système. Et on trouve effectivement, à la fois par des études de microbiologie classique ou par des études de microbiologie moléculaire, en particulier par l'approche CESES, qu'on a déjà discuté très largement, des micro-organismes comme Gardnerella, comme Prevotella, comme lactobacilles. On trouve des lactobacilles dans le placenta, ou en tout cas des auteurs trouvent des lactobacilles dans le placenta, et d'autant plus qu'on est par exemple chez des enfants qui vont naître prématurément. Il y a manifestement une fragilité et une plus grande capacité de retrouver des micro-organismes dans cet environnement-là. C'est aussi parce que donc, le placenta est la porte d'entrée. Si le placenta reste fermé, si je puis dire, aux microbes, il n'y aura pas d'envahissement de l'enfant. Et puis c'est surtout parce que les études récentes, les quelques études récentes qui ont été faites, qui utilisent le séquençage profond, les techniques de séquençage de nouvelle génération, mettent en évidence, au-delà des 2 ou 3 genres que j'ai mentionnés plus haut, au fond un microbiote relativement riche, qui est à la fois peut-être des bactéries vivantes, mais aussi peut-être des bactéries mortes ou de l'ADN résiduel, mais en tout cas montre que des micro-organismes, sous une forme ou sous une autre, sont intervenus à un moment donné dans le placenta où ils sont éventuellement encore. Donc, on connaît encore très très peu au fond, parce que c'est basé sur quelques études, le nombre, la nature des bactéries qui vont constituer éventuellement ce microbiote placentaire, si c'est un concept qu'on peut commencer éventuellement à faire émerger. On ne connaît pas du tout leur rôle physiologique éventuel. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation de symbiose? Est-ce qu'il y a besoin éventuellement de ces micro-organismes dans le placenta, par exemple, pour stimuler les réponses locales, innées? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un pur et simple accident? Et si c'est le cas, est-ce que ces micro-organismes sont vraiment sentis efficacement et donnent lieu éventuellement à un certain nombre de risques pathologiques? Ou est-ce qu'au contraire, ça se passe très bien et on vit avec ça parce qu'il y a toujours une marge de manœuvre et parce que ces micro-organismes sont dans un environnement tellement puissamment antimicrobien qu'au fond, ils sont dans un état de survie et peu aptes, même en tant que commensaux, à donner lieu à des complications quelconques. Quoi qu'il en soit, je voulais vous en parler parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus important, parce qu'au fond, cette notion d'un enfant qui ne serait complètement exclu de l'environnement microbien pendant la période de la grossesse, elle nous paraît évidente parce qu'on a été éduqué comme ça, si je puis dire, mais peut-être si on prend les choses sous un autre angle, elle ne l'est pas tant que ça. Et par ailleurs, ce qu'on oublie souvent, c'est que la barrière placentaire, elle est éventuellement perméable, non pas à des microbes, même si ça peut être discuté à l'heure actuelle, mais à ce qu'on appelle des PAMPs ou des MAMPs, c'est-à-dire ces motifs microbiens. L'endotoxine, sans doute pas, ça n'a pas été regardé véritablement, mais je pense que le placenta fera un filtre efficace, mais les petits fragments de parois bactériennes comme le peptidoglycane, par exemple, qui font moins d'un daltone, passent très très librement et il est fort probable que même non contacté par des micro-organismes, le fœtus soit en contact avec des fragments microbiens qui peuvent éventuellement jouer un rôle dans certaines étapes du développement ou dans certains éléments de maturation ou de régulation du système immunitaire anténatal. Tout ça, c'est des questions qui se posent à l'heure actuelle et il y a toute une réflexion vraiment de biologie et de médecine sur l'interface microbe-fœtus, directe ou indirecte, qui vaut vraiment la peine d'être pris en compte. Donc, c'est un sujet brûlant. Inversement, je l'ai rajouté ici pour ne pas oublier, il y a une étude, pour l'instant, c'est étonnant d'ailleurs qu'il y en ait une seule, qui a étudié le placenta et le développement du placenta chez des souris axéniques,
de manière à voir si l'absence de microbes avait un effet sur le développement placentaire, parce que, comme on en avait déjà discuté, les souris axéniques sont fertiles, même si les grossesses sont un peu difficiles et qu'elles mangent leurs enfants à la naissance, elles sont capables d'être fécondées et de produire une progéniture. Mais la question, c'est est-ce que le placenta est affecté? Parce qu'on sait, on en a parlé, les micro-organismes dans l'intestin, par exemple, sont essentiels à la maturation de l'appareil vasculaire, du réseau capillaire à l'intérieur des villosités intestinales. Et donc là, on est à peu près dans la même situation, même si c'est plus à distance. Et en fait, effectivement, ces souris ont un placenta plus atrophique, ou en tout cas relativement atrophique par rapport au placenta des souris qui ont une flore souris conventionnelle. Mais curieusement, ça n'a pas l'air de donner lieu à, en tout cas, des anomalies grossières par rapport justement à la fécondation et surtout à la gestation, bien entendu, puisque le placenta va être indispensable à ce stade. Alors c'est très difficile de tirer des conclusions parce que le placenta humain est vraiment un organe très très particulier dans sa taille et dans sa complexité, je dirais, histologique, fonctionnelle. Donc on ne peut pas trop tirer de conséquences par rapport à l'homme, mais clairement, et peut-être est-ce là encore une expression de la survie sous pression sélective, il semble que les souris, en tout cas, tolèrent des modifications et une altération, ou en tout cas un retard de développement de leur placenta relativement bien par rapport aux fonctions de ce placenta. Donc tout ça, c'est... Encore une fois, je vous le présente parce que ce sont vraiment des domaines passionnants et qui sont, je dirais malheureusement pour l'instant, pour lesquels on n'a pas encore toutes les réponses. Il faut quand même, à ce enthousiasme éventuel par rapport à ce microbiote, se poser quelques questions et mettre un bémol. Le bémol, il est le suivant, c'est que certes, il y a quelques études qui reposent sur de la microbiologie classique, sur de la culture, mais beaucoup des études reposent sur ces approches de séquençage, y compris encore maintenant de métagénome, c'est-à-dire de séquençage profond. Et on sait qu'il y a là un piège terrible, parce que, d'ailleurs c'est valable tout autant pour la méthode de culture, plus la quantité de microbes supposés être présents dans un organe donné, dans un site donné, est faible, et là on parle effectivement de quantités très faibles de micro-organismes, plus les risques de contamination sont importants. Alors, risque de contamination microbiologique classique par contamination exogène de l'échantillon, par exemple, au moment où on va mettre les choses en culture, mais aussi risque de contamination moléculaire par soit des contaminants, effectivement, soit le fait que les kits qu'on utilise, par exemple, pour l'amplification des séquences, pour faire le CESS, peuvent contenir des primers qui sont là par accident et qu'on va, quand on est dans des conditions d'ADN très limitées en concentration, on va multiplier les cycles pour la PCR et plus on va augmenter le nombre de cycles, plus au fond on va augmenter le risque d'amplification de contaminants, autres microbes ou primers que des microbes pour lesquels vous avez un intérêt précis. Donc il faut être extrêmement exigeant sur les techniques utilisées et malheureusement ça ne transparaît pas toujours très très clairement à la lecture des articles et au fond c'est souvent le travail des experts de demander aux auteurs d'être extrêmement stringents dans les critères et les paramètres qu'ils utilisent. En particulier, les contrôles sont essentiels. Si vous prenez de l'eau du robinet, on a fait l'expérience, et même malheureusement de l'eau distillée à cause justement des contaminations des kits pour la PCR, vous allez trouver une flore là où vous voulez. Donc il faut être vraiment extrêmement rigoureux là-dessus. Et il faut aussi que les microbes qu'on trouve ne sont pas ceux qu'on trouve assez régulièrement en fait, dans ces accidents de contamination. Donc il y a toute une cuisine, là, dont je vous passe les détails, mais qui est importante et qui amène à être relativement critique. Alors, il y a un autre aspect dans ce bébé, enfin en tout cas dans ce fœtus, en particulier vers les dernières semaines et derniers jours avant la naissance et au moment de la naissance, qui est le méconium. Alors le méconium, vous savez que c'est
espèce de substance magique qui se fait par des activités enzymatiques successives dans le tube digestif à la suite de l'ingurgitation permanente par le fœtus de liquide amniotique. Et donc ce méconium est un produit qui est riche en nutriments, qui est riche en produits antimicrobiens, qui est donc un élément extrêmement important de protection de l'enfant, en particulier dans les heures ou éventuellement dans les 48 heures qui suivent la naissance, moment où il continue à émettre ce méconium. Et donc il y a beaucoup d'études qui montrent que ce méconium semblerait avoir une flore microbienne relativement limitée, avec souvent plutôt des staphylocoques, des streptocoques, Streptococcus mitis, des lactobacilles, Lactobacillus plantarum. Et il ne semble pas que ce soit, là encore, quelque chose de l'ordre de la contamination périnatale, parce que très rapidement, dès que les fécès commencent à être émises dans les 3-4 jours qui suivent ou dans la semaine, on voit apparaître vraiment les éléments pionniers de la flore microbienne, qui va être la flore de l'enfant, et ça n'a pas du tout à voir avec ces micro-organismes. Ce sont des entérobactéries, des colibacilles, des klebsielles, des Serratia et des entérobactères fécalis, donc des entérobactéries principalement. Donc on a l'impression, là aussi, qu'il y aurait probablement, validant la notion d'un passage transplacentaire, la possibilité d'une colonisation, soit parce qu'à bas bruit, le liquide amniotique contient des microbes qui vont être ingurgités au fond par l'enfant, soit pour d'autres raisons qu'on ne connaît pas très bien. Mais il y a un travail, j'en ai trouvé un en fait pour l'instant dans la littérature, qui a consisté chez la souris, bien entendu, à faire avaler à une souris enceinte une souche d'entérocoque fécalis avec un marqueur génétique qui permet de la traquer pour être sûr que si on trouve l'équivalent, c'est vraiment la souche qu'on a donnée. Et effectivement, au moment de la naissance, les petits présentaient cette souche dans leur méconium. Donc, quelque part, par un trajet qui reste à définir, qui, on pense, est un passage transplacentaire, le microbe se retrouve dans le méconium. Donc il y aurait éventuellement, au même titre qu'on a discuté une flore placentaire, la possibilité d'une flore méconiale, dont là aussi la fonction est totalement inconnue. Est-ce que c'est vraiment la flore pionnière de ce qui va se passer ultérieurement, ou est-ce que c'est là encore un accident ou un artefact? L'avenir le dira, mais c'est toute une série de fonds de questions qui se posent à l'heure actuelle qui valent vraiment d'être explorées avec, encore une fois, les limitations techniques et technologiques dont je vous ai parlé. Donc on va passer un peu, parce qu'au fond, toute cette partie était une série de points d'interrogation, mais qui stimule un petit peu, je dirais, la réflexion sur l'interface entre le fœtus et le monde microbien extérieur. Donc là, on va vraiment rentrer dans ce qui est l'aspect plus classique, qui est la constitution du microbiote du nourrisson. Donc les premiers taxa, en fait, qui apparaissent sont essentiellement des bactéries anaérobies facultatives. Parce qu'au fond, dès la naissance, le tube digestif, il y a de l'oxygène dedans à tous les niveaux. Et donc, toutes ces bactéries anaérobies, très sensibles à l'oxygène, elles n'ont aucune chance au fond, de s'installer. Et donc, au fond, 48 premières heures après la naissance, on va voir se développer dans le tube digestif jusqu'à des niveaux tout à fait considérables, de 10 000 à 1 million par millilitre, des souches anaérobies facultatives, des streptocoques en particulier, et surtout des entérobactéries. On en a déjà parlé quelques instants auparavant. Et donc, la fonction en fait, première de ces bactéries anaérobies facultatives, ça va être au fond de consommer l'oxygène dans le tube digestif et de créer l'atmosphère anaérobie, l'atmosphère sans oxygène, qui va permettre à la deuxième vague de micro-organismes de s'installer. Et ces micro-organismes qui vont s'installer maintenant,
ce sont effectivement des choses qui sont un petit peu plus classiques dans l'esprit et dans ce qu'on sait des microbiotes, qui sont ces firmicutes, en particulier des clostridiales, des bactéroïdétès, des grammes négatifs, anaérobies, et puis, et je dirais presque surtout, à ce stade, des actinobactéries, en particulier Bifidobacterium, qui, on va en reparler rapidement, joue sans doute un rôle assez clé, assez crucial dans l'établissement de ce système. Donc au début, il y a une assez diversité relativement limitée, mais on est en train de voir au fond que quelque chose d'important, on va y revenir tout de suite, c'est cette notion de vagues successives. C'est-à-dire qu'une vague de pionniers va préparer le terrain pour une deuxième vague de micro-organismes qui vont elles-mêmes préparer le terrain pour une troisième. Et au fond, c'est une système de succession écologique qui fait que peu à peu, ce microbiote va se construire grâce à des fondations qui vont être créées par les populations microbiennes qui se sont installées précédemment. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les 2 premières années, l'ensemble de ce microbiote va à peu près se construire et il va se stabiliser 3e, 4e, 5e année pour devenir un microbiote adulte. Donc c'est une vraie maturation. Il y a ce concept maintenant qui a émergé ces dernières années et qu'on retrouve en particulier dans la malnutrition, et peut-être Pascal vous en dira un mot, d'immaturité du microbiote. Et à cette immaturité du microbiote, c'est-à-dire en fait un ratio diversité microbienne du microbiote par rapport à l'âge de l'enfant, de cet index finalement de maturité faible va naître ou vont naître éventuellement des problématiques médicales, en particulier la malnutrition, mais aussi inversement l'obésité. Et on est là dans cette espèce au fond de zone grise pas très claire où va se décider de cette notion de malnutrition ou d'obésité ou de la succession des deux. On en a parlé la semaine dernière avec Karine Clément au sujet des pays en transition économique assez rapide. Donc cette notion au fond de vague, de succession écologique, elle a vraiment été émise à une époque, et vraiment je lui rends hommage à un chercheur américain qui s'appelle Jeff Gordon. Parce que je me souviens qu'on était, vous voyez ce papier de Science, il date de 1996. Et nous, à l'époque, on allait dans les conférences avec nos jolis travaux sur les pathogènes, sur comment Shigel rentrait dans les cellules, bougeait dans les cellules, on identifiait les gènes, les effecteurs, tout ça, on est très, très fiers de nous. Et Jeff Gordon venait là avec des trucs pas très impressionnants. En fait, il nous parlait de bactéries qui étaient des commensaux, mais qui avaient la capacité, quand elles rentraient dans l'intestin, de changer un peu l'équipement des mucines, par exemple, d'entraîner une fucosylation des mucines, et ça pouvait faire, au fond, des récepteurs pour d'autres microbes, et ainsi de suite. Bon, ce n'était pas très exaltant à l'époque, et on écoutait ça souvent de façon relativement polie, mais néanmoins, ce qui était en train de se développer sous nos yeux, c'était une vraie théorie microbiologique du développement d'un microbiote, et je pense qu'il faut vraiment lui rendre cette découverte de cette notion, au fond, d'initiation du microbiote par une première vague pionnière qui va surtout répondre, encore une fois, aux conditions de tension d'oxygène dans l'environnement, aux conditions nutritionnelles locales, à l'alimentation de l'enfant. Et puis, cette première vague va, au-delà de ces changements environnementaux, changer aussi, encore une fois, un certain nombre de récepteurs, et c'est là que la fucosylation est un élément très important qui va offrir une panoplie de diversité de récepteurs à d'autres microbes pour venir s'associer aux mucines et ainsi de suite. Et donc il a créé de toutes pièces cette notion de succession écologique dans la construction d'un microbiote, qui est probablement vrai tout autant dans la microbiologie de l'environnement, dans la microbe du sol. Simplement là, on a un contexte et un environnement très contraint dans lequel il est, je dirais, un petit peu plus facile de faire une histoire naturelle de la construction. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de Jeff, qui continue d'ailleurs à faire des choses très très spectaculaires dans ce domaine, en particulier justement sur l'interface microbe-nutrition.
Alors, la stabilité de ce microbiote, une fois installé, chez un enfant en bonne santé, on l'a déjà dit, au fond, je me répète un petit peu, on va évoluer vers un état stable, et cet état stable va se perpétrer, au fond, pour des décennies, en tout cas pour la vie adulte. C'est ce que sera le microbiote adulte. Alors il y a des variations plus ou moins importantes, encore faudrait-il les suivre quasiment en temps réel, par des infections, des co-infections, des infections virales, des bactériophages. On en a déjà parlé, des bactériophages, c'est un domaine où on n'a pas encore suffisamment de compréhension sur le rôle qu'ils jouent dans la dynamique de ces microbiotes, alors qu'en réalité, on l'a dit, dans l'intestin, il y a 10 fois plus de bactériophages que de bactéries, donc on ne peut pas imaginer une seconde qu'il n'ait pas un rôle. Donc il y a plein de choses encore dans la dynamique à la fois de la construction, de la stabilisation, du caractère robuste et résilient du microbiote qui reste à mieux comprendre, au-delà de ce que je vous avais expliqué le premier jour, de cette guerre en fait intestine, si on peut dire, dont sort dans une certaine mesure la robustesse de ces populations microbiennes. Alors dans les autres éléments qui modulent, il y a le fond génétique de l'hôte. C'était très à la mode au début, ça l'est un tout petit peu moins, même si ça reste certainement valable, sachant que ça arrive très très loin derrière l'impact en fait de l'alimentation et du régime alimentaire auquel est soumis éventuellement cet enfant. Il y a des éléments dans la physiologie intestinale, les selles biliaires par exemple, qui peuvent affecter le poids, l'environnement géographique, mais tout ça revient généralement au fond à des paramètres qui ont à voir avec l'alimentation. Et j'ai pris juste cet exemple pour illustrer les choses. C'est au fond un exemple d'adaptation à la nécessité d'extraction énergétique, c'est-à-dire qu'au fond que le microbiote se biaise dans la direction de l'accumulation de microbes, de populations microbiennes qui répondent à un appel lié à la nature de l'alimentation. Et c'est très très clair chez les petits en Afrique, par exemple, ceux en tout cas qui ne sont pas urbanisés, qui restent dans un mode de vie un peu traditionnel et rural, qui consomment un régime qui est très riche en polyosides végétaux. Et on voit très bien la diminution de la représentation des firmicutes. Alors, est-ce parce que l'excès de fermentation de ces fibres végétales risquerait de dérégler le métabolisme et de causer très rapidement l'obésité? Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été éventuellement une pression sélective dans un sens d'équilibre par rapport à ça. Et puis surtout l'augmentation de bactéroïdétesse, en particulier de microbes comme Prevotella ou comme Xylanibacter. Xylanibacter, vous traduisez immédiatement avec le préfixe, ce sont des bactéries qui sont capables d'hydrolyser du bois et des fibres donc, végétales. Et nos collègues italiens, Duško Cavalieri en particulier à Trieste, il y a maintenant 2010, donc ça fait 8 ans, avait fait une très jolie étude, justement, à l'époque c'était vraiment pionnier, c'était les débuts de la métagénomique, en comparant des enfants au Malawi et des enfants en Italie. Malawi, alimentation traditionnelle telle qu'on l'a définie, Italie, alimentation maintenant telle que vous la connaissez, un peu déséquilibrée, et il y avait très clairement cette différence microbiologique qui était une marque évidente d'un côté de régime riche en fibres et d'un autre côté de régime riche en protéines et en lipides tel qu'on peut l'avoir en Europe pour le meilleur et pour le pire. Donc un vrai marqueur et un vrai moteur en fait de l'adaptation de ces flores et un vrai moteur de la diversité au fond géographique qu'on peut observer, sachant que lorsqu'on fait un switch alimentaire, si je puis dire, il y a un temps de latence relativement long. Les études qui ont été faites en particulier par Cavalieri ont montré, Duccio a montré qu'il fallait au moins 3 semaines pour commencer à voir cet changement et cet enrichissement dans ces micro-organismes. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se développer très très rapidement et de façon extrêmement réactive. Alors,
Un élément important, même si c'est évident pour vous tous dans cette salle, c'est ce sur quoi Maria Domínguez Bello, qui est une chercheuse en Espagne qui connaît très très bien ce domaine, insiste toujours sur ce qui compte dans le microbiote d'enfant, dans la constitution du microbiote de l'enfant, c'est bien entendu d'abord et avant tout la maman et le microbiote de la maman. Donc, au moment de l'accouchement, bien entendu, l'enfant, considérons-le comme stérile, avec les petits points qu'on a mis au début, donc va se retrouver exposé à une gamme très très importante, très large d'espèces bactériennes qui viennent de sources différentes. Alors surtout, c'est bien sûr le microbiote maternel, en particulier le microbiote vaginal, fécal et cutané. C'est ça qui va alimenter essentiellement la construction des populations pionnières de ce microbiote du nouveau-né. Et des facteurs vont moduler ou altérer cette composition initiale. Ça a été étudié, il y a la durée de la gestation, il y a le mode d'accouchement, bien entendu, vaginal versus césarienne, on va y revenir. Il y a le mode d'alimentation, sein versus alimentation artificielle. Et puis il y a l'environnement de l'accouchement, selon son degré, son niveau de médicalisation. Lorsqu'on se retrouve éventuellement dans une unité de soins intensifs parce que l'accouchement a été difficile, le microbiote initial est différent, il va être dominé plutôt par des microbes de l'environnement hospitalier, par des staphylocoques éventuellement résistants aux antibiotiques. Donc il y a très rapidement au fond des facteurs qui interfèrent, d'autant plus qu'à ce stade, au fond, les populations pionnières sont relativement limitées en nombre, donc ce n'est pas très difficile de venir s'insérer à ce stade dans le dispositif. L'utilisation d'antibiotiques va changer aussi les choses, et par la mère, on va y revenir. Donc, les enfants nés par voie vaginale, en termes microbiologiques, c'est la situation idéale, parce que c'est cette façon de naître, au fond, qui va permettre au nouveau-né d'enrichir au maximum et de diversifier au maximum très rapidement le microbiote qu'il est en train de mettre en place, en particulier d'acquérir à la fois des microbes qui sont caractéristiques de la flore du vagin, de la filière par laquelle il va passer, et qui sont en particulier les lactobacillus. Alors, bon, avec quelques variations dans les populations, vous savez que la population microbienne du vagin est essentiellement constituée de lactobacilles à 90%. Bon, on ne rentre pas dans les détails sur les variations. Prevotella, Escherichia, Bacteroides, Bifidobacterium, Snetia, tout ça, ce sont des bactéries qui font vraiment partie de cette flore pionnière qui va permettre, encore une fois, d'établir les vagues successives ou de mettre en place le processus d'évolution écologique de cette flore. Les enfants nés par césarienne présentent un microbiote qui est réduit en diversité par rapport aux enfants nés par voie vaginale, avec des microbes différents. Et ce n'est pas très étonnant. En fait, on retrouve essentiellement comme pionniers à ce moment-là des microbes de la peau, en particulier Staphylococcus epidermidis ou des corinébactéries. Donc on est dans une situation manifestement, je dirais, d'appauvrissement. Et ce qu'on voit aussi, c'est un retard justement à l'allumage, si on peut dire vulgairement. C'est-à-dire que le microbiote de ces enfants va être plus lent à se mettre en route. Et on le voit très bien en particulier par le retard d'apparition qui a été montré dans plusieurs études de bifidobactéries. Alors je vous avais dit que je reparlerai de bifidobacterium parce que c'est un micro-organisme qui est important, probablement dans cette période. Alors, il y a plusieurs espèces. Je dirais que l'espèce ne compte pas véritablement, c'est surtout le genre, parce que le genre véhicule des propriétés biologiques et métaboliques qui vont sans doute être importantes dans ce processus. Donc c'est un gram positif, c'est une actinobactérie qui est immobile, qui est très joli parce que morphologiquement il est ramifié, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle à son extrémité, c'est pour ça qu'il s'appelle bifidobacterium, et qui donc est proche des actinomycétès. C'est un anaérobie donc strict qui respire les nitrates, hein, qui va donc convertir les nitrates en nitrites, et dont la croissance nécessite une concentration relativement importante de CO2. Alors c'est un micro-organisme fermentatif, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement il fait du fructose 6-phosphate à partir du glucose, et surtout ensuite il prend la voie le chemin des pentoses phosphates,
et il va se terminer en produisant des quantités importantes de lactate et d'acétate. Et il semble de plus en plus que ce lactate et cet acétate soient des métabolites un peu au même titre que le butyrate, essentiels dans des éléments nutritionnels d'un côté et dans les éléments de mise en place de l'équilibre des flores de l'autre, tel qu'au fond il faut qu'elles se construisent. Et il y a quelques évidences, par exemple, d'intérêt de bifidobactères pris comme probiotiques chez les personnes adultes qui ont un déficit en lactase. Vous savez que l'expression de la lactase diminue avec l'âge et ça peut donner des intolérances, en particulier au lait. Bifidobacterium, en fait, va compenser ce genre de situation et il y a fort à parier que c'est un peu la même chose chez l'enfant. Donc ça fait partie de ces bactéries clés qui, à un moment ou à un autre, vont s'intercaler dans le dispositif et permettre par leurs propriétés biologiques, métaboliques, d'assurer une transition sans doute importante dans la capacité d'amplification des populations microbiennes. Donc Bifidobacter, en situation de post-césarienne, a du mal à s'implanter, ça va prendre parfois plusieurs mois et c'est un signe au fond d'immaturité du microbiote qui est en train de se mettre en place. Donc en fait, on rentre là dans une notion qui apparaît de plus en plus importante, en tout cas sur laquelle on réfléchit et des groupes travaillent de plus en plus, qui est cette notion au fond de rupture au moment de la naissance de la chaîne de transmission des microbes de la mère à l'enfant, et en particulier de la chaîne de transmission classique qui est l'acquisition des microbes au moment du passage dans la filière vaginale. Et donc, on pourrait se dire, so what? Bien sûr, il n'y a peut-être pas tellement de problèmes dans tout ça, encore que, et on va y revenir bien entendu. Encore que surtout, comme vous le savez sans doute, la césarienne est une technique d'accouchement qui se développe de plus en plus, pour des bonnes raisons. Bien entendu, parce que certains accouchements sont difficiles et qu'on ne peut pas procéder sans césarienne, mais ça reste quand même une très grande minorité des situations. La grande majorité des situations d'indication de césarienne, c'est des indications de confort, soit de confort de la patiente, si on peut dire, soit en particulier de confort de l'obstétricien, parce que effectivement, ça permet de programmer un jour donné, une heure donnée, et c'est beaucoup plus confortable pour les agendas. Et on voit peu à peu, et c'est un signe au fond de la modernité, dans ses bons et ses mauvais aspects, la fréquence, le pourcentage de césariennes augmenter dans différents pays. J'ai un petit peu de mal avec ma mauvaise vue à repérer la France dans tout ça. Mais en tout cas, dans les pays de l'OCDE, on est en moyenne aux alentours de 25 à 30%. Mais au Brésil, on est à 80%, 90%. Donc on voit progressivement, au fond, cette situation de rupture de la chaîne mère-enfant au moment de la naissance se casser du fait de ces techniques, je dirais, modernes d'accouchement. Et ce qu'on voit aussi, c'est se développer, au fond, et ça va très bien dans l'hypothèse hygiéniste, cette idée que dans la période la plus sensible pour l'être humain de la mise en place de sa symbiose et du mutualisme lié à cette symbiose, qui est donc cette période de naissance et de 2 premières années, on commence à chercher éventuellement dans cette période ce qui pourrait amener à des situations en rapport avec des dysbioses et des pathologies associées aux dysbioses. Et il y a plusieurs études cliniques qui ont été publiées ces dernières années, et je vous les ai sorties, retrouvées et listées ici, qui montrent un lien significatif, c'est une corrélation, hein, encore une fois, il n'y a pas de lien de causalité établi avec la maladie cœliaque, l'asthme, alors là les liens de causalité ils commencent à apparaître très clairement, le diabète de type 1, l'obésité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces maladies qui, vous le savez, caractérisent un peu ce monde postmoderne dans lequel on vit actuellement, pourraient être en rapport avec cet appauvrissement du microbiote global, mais en particulier au moment de la naissance, et à un retard de maturation de la flore qui va faire que, au fond, la pression que met la flore sur le système globalement, sur le système immunitaire, sur le système métabolique, nutritionnel, ne va pas être ce qu'il est
dans les conditions d'un accouchement naturel avec un microbiote standard. Donc on est là dans un début d'émergence de quelque chose lié à ces approches modernes qui commencent à poser problème. Et tout doucement, on essaye, on en discute, et certains essayent de le mettre en graphique. L'idée, globalement, c'est qu'une rupture donc, de ce contact, de cette chaîne de transmission microbienne à la naissance, va amener à la construction d'un microbiote insuffisant en diversité et en retard en termes de maturation, et qu'une des conséquences de ça, et ça c'est une réalité, va être ce qu'on appelle un leaky gut, c'est-à-dire un trouble de la différenciation et de l'établissement de la barrière intestinale. Et ça, on voit beaucoup de conditions en fait, alimentaires, entre autres, les régimes riches en graisse, par exemple, entraînent très facilement ce genre de leaky gut. Le problème, c'est que cet intestin va laisser passer des microbes, va laisser passer des fragments de microbes, en particulier de l'endotoxine et du peptidoglycane ou autres éléments, qui vont pouvoir donner lieu à des altérations, en particulier à des éléments pro-inflammatoires, tels que peuvent l'être l'asthme, par exemple, ou l'obésité, ou le diabète de type 1. Donc on a là se crée une espèce de bulle qui est tout à fait importante. Alors il y a un autre aspect, je n'en parle pas ici parce que ça reste très spéculatif, mais bon, je pense qu'il est important de commencer à y réfléchir. C'est le fait que dans ce même concept, l'appauvrissement du microbiote de la mère, et on le voit de plus en plus dans nos sociétés, vous savez que nos microbiotes se sont restreints quasiment de moitié en diversité quand on regarde les études qui ont été faites en comparaison avec des populations amérindiennes ou des populations en Afrique centrale. On voit cet appauvrissement. Et il semble que cet appauvrissement fait que le système immunitaire ne fonctionne plus tout à fait correctement et que, par exemple, pendant la grossesse, les complications infectieuses, du fait de cette mauvaise gestion physiologique du système, peut donner lieu à une mise en péril du fœtus. Et on voit de plus en plus cette réflexion et ces travaux sur les causes de l'autisme, par exemple, qui sont en train, et vous savez que l'autisme augmente en incidence à l'heure actuelle, pas uniquement parce que la nosologie a été complètement revue il y a une vingtaine d'années, et donc on fait plus le diagnostic, ou tout ce qui était considéré avant comme des états d'insuffisance intellectuelle. Bon, voilà, il y a tout un remembrement qui est bien parce que ça permet de mieux cibler la maladie. Mais ce n'est pas uniquement ça. Il semble que l'incidence réelle augmente et on voit de plus en plus de travaux qui mettent la période de la grossesse et en particulier des infections au cours de la grossesse au centre d'un dispositif qui, mal géré, pourrait donner lieu à, par l'intermédiaire de la circulation, du passage de la barrière placentaire de certaines cytokines, à des altérations dans la mise en place des synapses et de la connectivité qui va être nécessaire à l'établissement des interactions interindividuelles telles qu'elles peuvent être altérées dans l'autisme. Donc tout cet environnement microbien appauvri commence à poser problème et véritablement à justifier des études extrêmement précises, je dirais à la fois au niveau de l'enfant, au moment de la naissance et de la constitution de son microbiote, mais aussi par rapport au microbiote de la mère et à ce que ça peut amener d'altération par rapport à sa capacité de gérer des états infectieux. Donc je ne vous dis pas des choses dramatiques, là, je dis simplement qu'on a une vraie vision qui est en train de se modifier de situations au fond qu'on avait laissé un petit peu de côté parce que, au fond, l'asthme, qui aurait pu imaginer que ça avait à voir avec le microbiote intestinal et l'autisme, qui aurait pu imaginer que ça pouvait avoir avec le microbiote intestinal de la mère, et pourtant ça commence à se consolider peu à peu et c'est tant mieux pour les approches que ça pourra donner dans les années à venir. Donc, une autre façon de rompre la chaîne de transmission mère-enfant, c'est les antibiotiques, pendant la grossesse, en particulier pendant le 3e trimestre de grossesse. Et on voit, il y a quelques études maintenant
qui montre une corrélation qui est tout à fait significative entre des prises d'antibiotiques importantes dans le troisième trimestre de grossesse et la survenue d'une obésité plus tardivement dans l'enfance. Et donc, font une reproduction de ce qu'on avait présenté ou ce que je vous avais mentionné la semaine dernière de risque de l'antibiothérapie lourde chez le nourrisson. On avait dit 22% de risque d'obésité dans ces conditions. Ben là, simplement, ça s'est passé un petit peu plus tôt. Et ça nous dit quelque part probablement que la maman qui a reçu ces antibiotiques a appauvri bien entendu son microbiote et qu'elle transmet au nouveau-né un microbiote restreint en diversité, immature, et qui va éventuellement donner lieu à ces complications qu'on peut reconstruire au fond en postpartum en donnant des antibiotiques ensuite. Donc on est là dans une situation aussi où il y a clairement, par le biais de l'épidémiologie, des évidences qui commencent à inquiéter sur la possibilité d'avoir des effets secondaires à ces altérations induites du microbiote. Et donc c'est là aussi quelque chose de très important. Alors est-ce que ces antibiotiques du troisième trimestre chez la mère peuvent éventuellement altérer ce putatif microbiote anténatal? Ça, c'est une autre question, mais enfin, certainement, ça altère le microbiote maternel. Donc, ça, je passe parce que j'en avais parlé la semaine dernière, et c'est le fait que c'est quelque chose qui est à la fois étayé épidémiologiquement, mais qui est aussi étayé expérimentalement chez la souris. Donc, le troisième paramètre qui va intervenir dans cet remodelage du microbiote et en particulier dans la mise en place des étapes précoces, c'est l'alimentation. Alimentation au sein versus alimentation artificielle. Et on voit bien que l'alimentation au sein apporte une variété de micro-organismes relativement importants, en particulier des lactobacilles, des actinobactéries comme Bifidobacterium, mais apporte aussi des oligosaccharides, ce qu'on appelle des HMO, des galacto- et des fructo-oligosides, qui sont ce qu'on peut considérer comme des prébiotiques, c'est-à-dire des molécules qui activent considérablement la multiplication et le développement des micro-organismes pionniers dans l'intestin. Donc le rôle de l'alimentation au sein, là aussi, est probablement un élément extrêmement positif. En comparaison, effectivement, les flores d'enfants prenant très tôt du lait artificiel sont moins brillantes, je dirais, en termes de diversité. Et là aussi, on est dans une situation de relative immaturité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On en déduit tout de même qu'il y a un certain nombre de menaces sur la santé à terme de l'enfant, en particulier dans la survenue de ces épidémies de maladies postmodernes, et qu'il faut peut-être commencer à faire attention. Alors, faire attention, ça ne veut pas dire éliminer la césarienne. On est bien d'accord, c'est indispensable dans certaines situations, et lors de question de ne pas y procéder. Les antibiotiques, si une maman fait une infection sévère, pulmonaire ou autre au troisième trimestre de grossesse, on ne va pas la regarder essayer d'en guérir spontanément, on va la traiter aux antibiotiques. L'abandon de l'alimentation au sein, c'est quelque chose qui se discute plus. Ça fait partie aussi de la civilisation moderne. Il va sans doute falloir trouver une bonne équilibre, au moins pour couvrir les premiers mois après la naissance, si possible. Donc c'est plus, je dirais, du bon sens dans une certaine mesure qu'une remise en cause spectaculaire de la situation. Donc dans tout ça, et en particulier pour ce qui est de césarienne et d'antibiotiques, il y a toute cette notion de parcimonie, bien entendu, de réflexion avant de se lancer dans une décision médicale. Donc tout ça a été résumé, justement, je citais Olivier Goulet tout à l'heure, dans une espèce de schéma que je garde parce que je l'aime bien, qui montre à gauche donc, les facteurs qui influencent la colonisation néonatale, j'en ai parlé,
qui vont donner lieu à la construction du microbiote intestinal, et puis les bonnes conditions, quand elles sont réunies, qui vont amener à une vraie symbiose mutualiste, avec une tolérance immunitaire aux microbes, avec une homéostasie intestinale, avec un métabolisme qui s'organise comme il le faut, et puis les dysbioses, en particulier une restriction et un retard de maturation de ce microbiote du nourrisson, et qui peuvent amener à un certain nombre de maladies en fréquence relativement faible, mais néanmoins différentes et allant croissante, on l'a dit, en incidence, qui sont des maladies immunologiques comme l'atopie et l'asthme, des maladies intestinales comme les maladies inflammatoires de l'intestin et des maladies métaboliques comme l'obésité et le diabète. Donc on est tout doucement dans cette logique d'essayer au fond même de ramener des maladies qui se développent relativement tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte, à éventuellement un péché originel, si je puis dire, qui serait une dysbiose créée par des conditions d'établissement de ce microbiote qui n'ont pas réuni toutes les bonnes conditions. Alors, une fois qu'on a dit ça, je ne pense pas qu'on soit dans une situation relativement critique, et je pense même qu'on peut être relativement optimiste, c'est-à-dire qu'au fond, puisque une partie de tout ça pourrait être liée très clairement à un déficit de construction et de maturation de la flore microbienne autour de la naissance, eh ben on va l'arranger, cette flore microbienne. Et donc on va l'enrichir. Et donc ce qu'on voit de plus en plus, je ne peux pas malheureusement vous donner de résultats parce que les études cliniques sont en cours, à la suite d'études chez la souris qui montrent des résultats tout à fait satisfaisants. C'est par exemple, après césarienne, l'enfant étant né, de le contaminer immédiatement avec la flore vaginale de la maman et lui permettre de développer un microbiote de ce qu'il aurait dû être s'il était passé, je dirais, par la filière normale. Et de la même façon, insister dans ces conditions-là, par exemple, sur l'importance de l'alimentation au sein, qui va permettre d'établir des conditions plus favorables à la construction de ce microbiote. Donc en fait, tout ce qui est en train d'être étudié en termes d'études cliniques à l'heure actuelle, ce cours arrive un petit peu trop tôt, on n'a pas encore de résultats, on en a parlé d'ailleurs avec Karine la semaine dernière, vous vous souvenez, c'est de ces interventions, de cette approche interventionnelle qui va au fond compenser le déficit d'ensemencement microbien par des méthodes au fond relativement simples, et on n'a même pas besoin à la limite de penser à des microbes particuliers ou à des probiotiques spécifiques parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment caractérisés. Je pense que simplement ensemencer avec la flore naturelle vaginale devrait donner lieu à des résultats satisfaisants. Maintenant, il faudra des années probablement vu le caractère tardif de certaines de ces pathologies pour montrer. Donc il y a des cohortes qui sont en train d'être constituées par rapport à ça. Simplement, si ça ne marche pas, là aussi on saura qu'il faut éventuellement aller chercher ailleurs un certain nombre d'éléments de ces pathologies, encore une fois, dites post-modernes. Alors, je voudrais au fond terminer en quelques mots sur deux aspects de tout ça. Je dis que je ne vous parlerai pas de métabolisme, de liens microbiote, obésité, diabète, on en a parlé très très largement la semaine dernière, de malnutrition, Pascal va vous en parler. Je voudrais juste vous parler de deux aspects qui sont au fond l'aspect microbiote, appauvrissement du microbiote, dysbiose et maladie allergique, pour ne pas refaire toute l'interface microbiote-système immunitaire dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois cette année et les précédentes pour celles et ceux qui étaient là. Et puis vous parlez aussi, pour prendre des choses un petit peu plus concrètes, du lien entre microbiote et en particulier très tôt dans la vie, après la naissance, et développement du système nerveux central et du système nerveux entérique. Alors, microbiote et maladies allergiques, là, on retombe encore une fois dans cette histoire d'hypothèse hygiéniste, hein, et au fond de risque que cet appauvrissement microbien dans lequel on vit, et en particulier dans lequel va vivre le nouveau-né dans ce monde moderne, va faire qu'au fond, il ne va plus retrouver, son système immunitaire ne va pas retrouver ses marques,
Les marques, elles sont liées à des millénaires de coévolution entre l'homme et son monde microbien qui avait une certaine richesse et diversité. Et là, d'un seul coup, en quelques générations, le système est devenu très étriqué, les bactéries sont moins nombreuses, moins diverses, et donc le système immunitaire a du mal à s'accorder à cette nouvelle situation. Peut-être il le fera, mais il faudra encore quelques générations. Et là, on est clairement dans cette période, disons, moderne, où l'hygiène vient, au fond, d'être établie sur la planète en regard de l'histoire de l'humanité. On est dans une période, disons, d'instabilité. Donc il y a toute une série de maladies, on peut appeler l'atopie en général, mais surtout l'eczéma et l'asthme, en particulier ce qu'on appelle l'asthme atopique, qui augmente d'incidence de façon très importante. Et il y a d'ailleurs, c'est assez récent, un gradient nord-sud. Un enfant en Suède, je crois, aujourd'hui, un enfant sur deux qui naît aujourd'hui en Suède va devenir asthmatique. Et alors, dans le gradient vers le sud, c'est moins fréquent probablement parce que l'hygiène se dégrade au fur et à mesure qu'on descend. En partie, en tout cas, ou peut-être il y a des éléments traditionnels qui ont été conservés, mais bon, il y a quelque chose, et on va y revenir. Donc, on va parler éventuellement de ces maladies allergiques et comment le lien se fait éventuellement avec le microbiome. On peut bien sûr parler de pollution, de microparticules. C'est sûrement un facteur important, mais on le laisse de côté. On s'intéresse ici essentiellement aux microbes ou aux produits des microbes. Donc effectivement, dans ces derniers siècles, donc sur 3 ou 4 générations, le milieu microbien auquel on est exposé, en particulier auquel on est exposé à la naissance, c'est restreint. Et au fur et à mesure de la maturation en fait, du nourrisson, un certain nombre de maladies infectieuses qui pesaient lourd sur son système immunitaire sont éliminées, soit par le traitement antibiotique, soit par la prévention, par la vaccination. Et puis on a aussi, au fond, dans ce contexte général qu'on oublie très souvent, c'est on pense toujours aux bactéries, éventuellement aux virus, on ne pense jamais aux parasites. Ce qu'on oublie, c'est que les enfants des générations précédentes, ils étaient dans les premiers mois ou premières années de la vie, souvent assez lourdement et régulièrement parasités, en particulier par des helminthes. Et les helminthes, les parasites multicellulaires, ont une capacité d'orientation du système immunitaire très particulière. Et au fond, le système immunitaire s'était quelque part probablement calé par rapport à ça. Et la disparition totale, parce que les enfants ne sont plus parasités, en tout cas sous nos latitudes à l'heure actuelle, amène là aussi une espèce d'incertitude et d'instabilité. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce que notre système immunitaire avait connu, qui peuvent donner lieu au fait qu'en présence d'un allergène, le système immunitaire va se détraquer et répondre de façon exagérée, parce que, en particulier, tous les mécanismes de tolérance immunitaire qui étaient mis en place par cette pression importante des agents pathogènes et des parasites étant levés, le système va éventuellement surréagir et perdre ses marques de tolérance telles qu'il pouvait les développer antérieurement. Alors il y a une série de travaux expérimentaux intéressants qui ont un peu, je dirais, pavé la route ces dernières années. En particulier, il y a ce travail de Anne Müller qui est à Zurich. Je pense qu'elle était en Allemagne au moment où elle a fait ce travail-là, mais elle continue maintenant à travailler à Munich, qui avait fait cette très jolie observation que dans les modèles murins sensibles à l'asthme, c'est des souris qui ont un dysfonctionnement du système immunitaire qui, en présence d'allergènes, vont leur donner très très rapidement une inflammation des bronches et un bronchospasme, que Helicobacter pylori, colonisant cet animal, le protégeait contre l'asthme. Donc l'impression qu'un agent semi-infectieux, parce qu'Helicobacter pylori, c'est plus un agent d'infection chronique, c'est presque un commensal qui est un petit peu pathogène, mais un tout petit peu,
donc protège. Donc l'impression que de mettre la pression sur le système va entraîner une résistance à ces allergènes. Puis il y avait eu ce très joli travail de Brett Finlay en 2012, enfin publié en 2012, qui montrait en fait dans le même genre de modèle de souris très sensible à l'asthme, que si on traitait ces souris dès la naissance par des antibiotiques, en particulier par une association d'antibiotiques comportant au moins de la vancomycine, ces animaux devenaient ultra sensibles à l'asthme, alors que les contrôles non traités avaient le niveau de développement classique qu'on a chez ces animaux dépendant des lignées. Donc clairement, une relation entre l'appauvrissement postnatal du microbiote et l'hypersensibilité à l'asthme. Et puis les choses se sont encore développées. Je vous ai cité ce papier la semaine dernière de Nature Medicine, très joli, qui montre que en fait, lorsque on prend les selles d'enfants, ça a été fait sur une cohorte au Canada de façon prospective, d'enfants donc à la naissance qui ne sont pas encore asthmatiques, mais qui rétrospectivement on pourra les classer en ceux qui ont développé un asthme et ceux qui n'ont pas développé. Et en fait, les selles de ces enfants qui vont ultérieurement développer un asthme ont été montrées en fait ne pas présenter un certain nombre de genres microbiens, en particulier, je crois que je vous les ai mis ici, l'Acnospira, Veillonella, Faecalibacterium, on en a souvent parlé, Faecalibacterium protzistae en particulier, qui est une bactérie anti-inflammatoire, Rhotia. Et donc ces micro-organismes-là, en fait, ont été donnés à ces souris en complément comme des probiotiques, ces fameuses souris sensibles à l'asthme. Donc ça a été donné chez les sourisseaux nouveau-nés de façon à pouvoir s'implanter très très bien. Et elles n'ont pas, en présence de ces micro-organismes-là, donc les micro-organismes manquants chez les enfants asthmatiques, développé la maladie asthmatique. Donc il y a une série de données expérimentales qui maintenant tendent à prouver qu'effectivement il y a une relation entre appauvrissement du microbiote, en particulier dans les périodes très précoces de la vie, construction du microbiote en postpartum et la survenue de maladies allergiques, en particulier de l'asthme. Alors ça, ce n'est pas des nourrissons, on est plus dans un environnement d'enfants plus âgés, mais c'est une étude qui a été faite en France, qui a été publiée, je crois que c'était en 2010, qui était l'étude ALEX, qui comparait au fond des enfants dans 3 environnements différents. Des enfants dans un environnement urbain, des enfants dans un environnement rural mais pavillonnaire, et puis des enfants dans un environnement rural mais à la ferme, en contact avec les animaux de la ferme. Et ce que ces études ont montré très très bien, et à chaque niveau l'étoile montre que c'est significatif, c'est qu'il y avait moins d'asthme. C'est un peu discuté dans d'autres études similaires, mais pour certaines c'est moins mais pas significatif. Mais il y avait moins de rhume des foins, et moins d'atopie en général, en particulier d'eczéma, et là, les résultats étaient tout à fait spectaculaires. Et donc il y a cette évidence, au fond, que de retourner à un mode de vie en contact avec la nature, et en particulier avec les animaux de la ferme, protège en fait contre l'allergie, et que les choses se mettent probablement en place effectivement très tôt dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, très très tôt, voire les nourrissons, sont dans cet environnement. Donc la question, c'est au fond qu'est-ce qui se passe, et toutes les études qui sont faites à l'heure actuelle, et en particulier par un chercheur belge à Louvain qui s'appelle Bart Lambrecht, qui est probablement celui qui fait le mieux à l'heure actuelle en Europe, peut-être même internationalement, sur la physiopathologie de l'asthme, montre qu'au fond, la composition, encore une fois, ça on l'a déjà dit, du microbiote va varier en fonction d'un certain nombre de paramètres, et qu'en fonction de la richesse ou des altérations, au contraire des enrichissements de ce microbiote, on va être dans une situation, au fond, de tolérogénèse par rapport aux allergènes très importante, quand le microbiote est riche et présente les microbes indispensables, on a parlé de quelques-uns tout à l'heure, ou au contraire de surréponse inflammatoire, puisque maintenant il est clair que l'asthme atopique, ce n'est pas une maladie, un bronchospasme
comme on le disait initialement, c'est certes un bronchospasme, mais le bronchospasme est causé par l'inflammation des bronches qui est très clairement montrée à l'heure actuelle. Donc ce qui se passe et qui est réalisé de plus en plus, c'est qu'en fait, et ça a été fait de façon assez élégante en mettant dans les fermes des espèces, vous savez, comme les machins pour attraper les mouches, sauf que là, ça attrape l'endotoxine, et la concentration d'endotoxines bactériennes dans l'environnement de la ferme est monstrueusement plus élevée que dans l'environnement pavillonnaire ou dans l'environnement urbain. Et en fait, pour faire une longue histoire courte, ce qui se passe, c'est que cette pression d'endotoxines qui est présente dans l'environnement, mais qui est aussi présente dans les acariens, parce que les acariens sont parasités en fait par des microbes, et c'est le LPS en fait dans les acariens qui cause l'inflammation. Cette inflammation ou cet état d'inflammation, de pression en tout cas pro-inflammatoire mise par le lipopolysaccharide, a tendance à enclencher des processus de régulation, des systèmes régulateurs, alors quand dans des conditions où le LPS est très faible en concentration, voire quasiment proche de zéro, vont se mettre en place des mécanismes en présence d'un allergène beaucoup plus puissant et beaucoup moins régulés par le processus de tolérisation. Donc on est là dans une espèce de situation où là encore, probablement, l'enrichissement du microbiote permettrait, dès la naissance, quelle que soit la raison, césarienne, antibiotique ou autre, d'ailleurs ça pourrait presque être fait systématiquement, ou au contraire faire un test de richesse microbienne, coûte un peu cher quand même, je ne pense pas que la sécurité sociale serait heureuse si on demandait pour chaque enfant à la naissance de faire un séquençage ou un métagénome du microbiote, mais enfin quand on voit le prix du séquençage du génome humain qui s'est effondré, pourquoi pas introduire ce type d'approche moléculaire dans la médecine périnatale. Et donc on a maintenant des ouvertures grâce à la compréhension physiopathologique qui sont tout à fait spectaculaires. Et je voulais faire juste de la publicité, malheureusement il n'a pas été traduit en français encore, pour un bouquin écrit par mon copain Brett Finlay à University of British Columbia à Vancouver, parce que c'est l'humour de Brett, le titre est Let them eat dirt, laisser les gosses manger de la poussière. Et donc il développe effectivement cette notion de maladie postmoderne. On a beaucoup discuté au fil des années et au fond des excès de la modernité et éventuellement, c'est presque triste à dire pour un pasteurien, de l'hygiène dans la possibilité de survenir. Il faut trouver un juste milieu, et d'avoir agressé les pathogènes, c'est certainement très bien. On ne va pas s'en plaindre, mais d'avoir agressé au passage, par dommages collatéraux, toutes les populations microbiennes commensales, c'est un tout petit peu moins bien manifestement. Alors, dernier point rapidement, je voudrais quand même vous parler du système nerveux, parler tout à l'heure éventuellement des liens de maladies du système nerveux avec les problèmes de microbiote. Donc, au fond, qu'est-ce que pourraient être les bases de tout ça? Où va se situer cette interface en termes vraiment maintenant moléculaires et cellulaires? Donc il y a de nombreuses données, la littérature est exponentielle dans le domaine, qui indique que le microbiote intestinal communique avec le système nerveux, c'est ce qu'on appelle l'axe microbiote intestin-cerveau, mais ce n'est pas uniquement le cerveau, c'est aussi le système nerveux entérique. Et les communications en fait, peuvent emprunter plusieurs canaux, comme je vous l'ai écrit ici. Ça peut être strictement neurologique, ça peut être immunitaire, parce qu'il y a des cellules du système immunitaire qui passent dans le cerveau, ça peut être endocrinien, ça peut être aussi des produits microbiens qui vont passer éventuellement la barrière hémato-encéphalique. Par exemple, le peptidoglycane, on parlait de lui tout à l'heure, le muramyldipeptide, c'est une hormone du sommeil. C'est-à-dire que vous injectez du muramyldipeptide à un lapin, il va faire de la fièvre et puis après il va s'endormir. Donc il y a des choses à regarder là, et pas uniquement les PAMPs, pas uniquement les fragments de microbes, les métabolites microbiens aussi, qui, on le voit tout doucement avec les progrès de la spectrométrie de masse, sont détectés dans la circulation générale. Donc tout ça, c'est un domaine où finalement il n'y a plus de frontières. Et donc, dans cette possible interface du microbiote et du système nerveux central,
on est encore une fois dans cette logique de développement, puisque le cerveau de l'enfant, à la naissance, n'est pas encore développé. Toute l'interconnectivité, le wiring, comme on dit en anglais, n'est qu'entamé. Et on dit toujours, enfin en tout cas c'est Jean-Pierre Changeux qui me dit ça, que chez un enfant avant 2 ans, il y a 40 000 synapses qui se forment toutes les secondes. Donc vous pouvez les regarder et penser aux synapses qui sont en train de se développer dans leur cerveau, c'est quand même assez fascinant. Et donc il y a de la place dans ces processus aussi dynamiques, au fond, pour effectivement une intervention du microbiote directement ou indirectement, et c'est ce qui fait au fond la nature, l'ossature de ce processus, enfin de cette notion d'axe intestin, microbiote, cerveau. Alors, il y a 2 problèmes, bien entendu. Il y a la complexité des études cliniques pour assurer l'existence d'un lien de causalité. On en a parlé déjà de ce fameux lien de causalité. Et puis, il y a la validité des modèles animaux. Quand vous voyez sortir un papier sur microbiote et souris, sur l'autisme ou sur la schizophrénie, vous êtes, je veux dire, en position pour vous poser question, savoir si ces souris qu'on nous présente comme des souris autistes ou des souris schizophrènes, elles sont vraiment autistes ou schizophrènes. Maintenant, elles ont des attitudes, elles ont des comportements individuels, sociaux qui montrent qu'effectivement, elles peuvent avoir des comportements agressifs, elles peuvent avoir des comportements de communication entre elles. Mais bon, voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de bémols, si je puis dire, à mettre là-dedans, mais c'est en train de se développer très activement. Alors le premier système, par exemple, qui est complètement dépendant, on va commencer par la périphérie, c'est le système nerveux entérique, c'est-à-dire tout ce riche tissu nerveux, c'est qu'il y a autant de neurones dans l'intestin que dans le cerveau, et probablement pour une simple et bonne raison, c'est la nécessité primaire pour l'être humain, c'est pas de penser, c'est de manger, et donc au fond, probablement on le voit. On entendait hier encore discuter à une conférence avec un Michel Lenlist à Nantes. Au fond, des animaux primaires comme les méduses, par exemple, c'est un intestin ambulant. Et il n'y a que ça, en gros. Et on voit déjà dans la matière, dans la matrice de la méduse, commencer à se développer des neurones. Donc c'est à partir du tube digestif, en fait, que le système nerveux s'est différencié, et encore une fois, sous cette nécessité vitale de trouver des nutriments. L'intelligence s'est probablement développée parce qu'à un moment, il fallait aller ailleurs pour chercher les nutriments. Enfin, il y a tout un tas de choses tout à fait passionnantes dans l'évolution à mettre là-dessus. Bon, pour simplement simplifier et raccourcir, et ça a été montré très joliment par ce papier du groupe de Collins dans Neurogastroenterology il y a 3 ans maintenant, ou 4 ans. Le système nerveux entérique est très atrophique, au même titre que le réseau vasculaire dans l'intestin de la souris Jumfrey, axénique, et va se construire très très rapidement à partir du moment où on recolonise cette souris par un microbiote standard, et la différence est sur les schémas ici. Donc un premier élément important par rapport au système nerveux périphérique. Mais enfin, on est tous plus intéressés, bien entendu, par le système nerveux central. Et là, je voudrais aussi mettre un petit peu en avant un de mes amis qui s'appelle Sven Peterson, qui est un chercheur qui est professeur d'immunologie et de biologie moléculaire à l'Institut Karolinska à Stockholm, et aussi à la faculté technologique de Singapour. Et Sven, il a toujours des idées très farfelues, et dès qu'en fait les histoires de microbiote ont commencé à émerger, il y a une dizaine d'années, on a discuté et travaillé ensemble à l'époque sur le système NOD et l'inflammation. Il m'avait dit, moi je suis sûr que ce truc-là, ça va marcher pour le système nerveux. Et il a aussitôt lancé des expériences. Et en 2011, il a publié ce très très joli papier dans PNAS, qui est, je pense, franchement un papier pionnier du domaine, où il a montré que les souris axéniques, les souris sans germes, donc, avaient un comportement différent des souris SPF, c'est-à-dire des souris présentant une flore commensale sans pathogène.
Et il a montré deux choses. Il s'était associé avec des gens qui faisaient du comportement expérimental. Donc il y avait tous les systèmes pour regarder la motilité des souris, leur comportement individuel, social. Et donc tout ça est marqué sur ces divers graphes, ainsi que de doser un certain nombre de neuromédiateurs qui sont importants par rapport à ces processus comportementaux. Et ce qu'il avait montré et publié dans ce papier, c'est que en fait, ces souris germ-free avaient en fait un niveau d'activité motrice augmenté et un niveau d'anxiété diminué. C'est-à-dire qu'elles bougent beaucoup plus dans leur cage. Alors c'est très difficile en comportement parce que peut-être elles bougent beaucoup parce que, en fait, vous savez que les souris axéniques ont besoin d'une ration alimentaire plus importante que les souris conventionnelles, donc peut-être elles courent plus pour chercher de la nourriture. Enfin, manifestement, elles sont beaucoup plus actives et elles ont un niveau d'anxiété moindre, c'est-à-dire que, et de peur moindre, c'est-à-dire quand elles vont au bord d'une planche, elles tombent, alors qu'une souris avec une flore normale va avoir un mouvement de recul et repartir dans l'autre sens. Donc, en fait, tout ça portant sur des nouveau-nés, ou en tout cas des souris nourrissons. Et ces symptômes pouvaient être réversés en leur faisant un transfert fécal très très rapide, mais au-delà d'une semaine, je crois, si je me souvenir, ça ne marchait plus. Donc clairement, ces souris sont des souriceaux sont des gosses hyperactifs, sans peur, et là il y a tout de suite un syndrome qui émerge d'hyperactivité qui est tout à fait intéressant et qui est lié en fait à une immaturité d'un certain nombre de récepteurs, comme il a pu le montrer, ou de production de neuromédiateurs homologues, si vous voulez, qui n'existent pas en environnement axénique et qui se développent donc dans cette période postnatale, dans ces mois qui suivent la naissance. Alors chez l'homme, c'est 2 ans, chez la souris, c'est bien sûr un petit peu plus court, mais néanmoins, il y avait quelque chose de tout à fait intéressant et qui continue maintenant et qui se retrouve en fait dans tous ces travaux maintenant sur microbiote et comportement, microbiote et humeur, microbiote et dépression, microbiote et autisme. Ça, c'est né de cette preuve de concept initiale qui avait effectivement un rôle du microbiote sur le comportement des animaux à la naissance. Puis il y a un autre élément qui pourrait d'ailleurs faire partie du dispositif, qui est, et là aussi c'est un travail de Sven Peterson, qui est la maturation de la barrière hémato-encéphalique. Donc la barrière hémato-encéphalique, vous savez que là aussi, c'est un peu par tout à l'heure du placenta, c'est une barrière extrêmement étanche qui au fond sanctuarise le cerveau et qui se matérialise au niveau des vaisseaux du cerveau, c'est-à-dire que les capillaires cérébraux ont des caractéristiques qui sont différentes des capillaires dans les autres régions de l'organisme, qui fait qu'ils sont extrêmement résistants au passage de substances, de molécules, en particulier, bien entendu, de substances toxiques. Alors, la barrière hémato-encéphalique, je ne résiste pas à vous en dire un mot. En fait, elle a été montrée au début du XXe siècle par Paul Ehrlich et un de ses élèves, Edwin Goldman. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils injectaient un colorant, l'aniline, à un animal, par exemple dans l'abdomen, et le cerveau n'était pas marqué, avait observé Ehrlich, qui était aussi un anatomopathologiste. Et l'hypothèse d'Ehrlich, c'était que le cerveau en fait ne fixait pas l'aniline, donc l'affaire était classée. Sauf que son étudiant, Edwin Goldman, est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il a fait cette expérience, mais il a fait l'expérience inverse, c'est-à-dire qu'il a réussi à cathétériser le liquide céphalorachidien, enfin l'espace sous-arachnoïdien, aller dans le liquide céphalorachidien, injecter l'aniline. Et là, il s'est aperçu que l'aniline se fixait très très bien au cerveau et dans les espaces autour du cerveau, mais par contre ne passait pas dans la circulation générale et n'allait pas se fixer sur les organes. Et donc c'est là qu'est née cette notion de compartimentalisation du cerveau et du liquide céphalorachidien, qui a été ensuite théorisée par Lina Stern, qui était une médecin-chercheur à l'université de Genève. Donc le concept de barrière hémato-encéphalique était né à ce moment-là et concerne en fait
des mètres et des mètres carrés. Je ne sais pas quelle est la surface totale de l'endothélium vasculaire dans le cerveau, mais ça doit être absolument monstrueux. Et donc, tout ça, c'est la barrière hémato-encéphalique, plus quelques points particuliers des plexus choroïdes où vous savez sécréter le liquide céphalorachidien. Donc il faut que toute cette surface d'endothélium qu'on voit ici, en fait, ça a été, les vaisseaux ont été remplis et fixés, doit être en permanence protégée contre le passage dans les espaces sous-arachnoïdiens de substances toxiques qui pourraient circuler. Donc c'est ça la barrière hémato-encéphalique. Et en fait, c'est un système extrêmement complexe de cellules endothéliales, bien entendu, mais qui, contrairement aux cellules endothéliales des capillaires ailleurs dans l'organisme, dans les muscles, dans le système intestinal, par exemple, ne sont pas fenestrées, il n'y a pas d'orifice. Et deuxièmement, les jonctions intercellulaires sont très serrées. Et donc, a priori, tout ça est très cohérent et ne permet pas à grand-chose de passer, sauf que ce n'est pas encore suffisant et qu'au-delà de ces propriétés cellulaires intrinsèques liées en particulier à ces molécules, comme les claudines et l'occludine qui assurent les jonctions serrées entre les cellules et la cohésion de cet endothélium, il y a aussi une maturation qui est liée à la glutination autour de péricytes qui entretiennent et protègent cet endothélium de la barrière hémato-encéphalique. Alors, l'endothélium, il a aussi des propriétés moléculaires très intéressantes, puisqu'il y a des pompes à efflux, par exemple, qui sont capables de faire rentrer et ensuite de ressortir des substances toxiques et des systèmes de diffusion passive. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, et des systèmes d'exclusion, de transport des flux, qui sont donc les caractéristiques, je dirais, de cette barrière hémato-encéphalique. Et donc, on imagine bien que tout ça, en termes de maturation des jonctions cellulaires, en termes de maturation, d'expression de ces pompes à efflux, par exemple, en termes de recrutement de ces cellules, des péricytes, des cellules gliales, tout ça, ça nécessite un programme de maturation. Et ce programme, bien entendu, il existe, mais l'hypothèse était qu'intervenait dans ce programme une stimulation par le microbiote. Et donc le travail qui a été fait par Sven, là encore, qui a été publié il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, 2 ans, dans Science Translational Medicine, ça a été de montrer que, au fond, la maturation de la bordure en brosse, elle se faisait à peu près correctement à l'état fœtal, nécessitait quelques jours après la naissance pour que la maturation soit complète. Par contre, lorsqu'il regardait chez des animaux sans germes, des animaux axéniques, et c'est le papier tel qu'il a été publié, la barrière hémato-encéphalique était totalement immature, et les expériences de base, quasiment de Ehrlich, Goldman et Stern et compagnie, pouvaient être reproduites chez ces animaux germ-free avec le passage, la décompartimentalisation en fait, du système nerveux central. Donc, ce qu'ils ont montré, par exemple, c'est que dans 3 endroits du cerveau, dans le cortex, dans le striatum au milieu, là, et dans l'hippocampe, pour montrer que c'était global au niveau du cerveau, en utilisant du bleu Evans injecté, c'est comme l'aniline de Ehrlich, sauf que là, le bleu, il se regarde en rouge. Donc c'est ce qui est rouge. Vous voyez que chez un animal qui a une flore conventionnelle, le liquide reste dans les capillaires cérébraux, ici, là, alors que dans un animal qui n'a pas de flore, donc un animal germ-free, c'est dans cette colonne-là, vous voyez que tout est rouge ici parce qu'il n'y a pas de barrière, la barrière hémato-encéphalique n'est pas mûre,
et le liquide diffuse dans le liquide céphalorachidien. En fait, le marqueur diffuse dans le liquide céphalorachidien. Et lorsqu'on reconventionnalise ces animaux, c'est-à-dire qu'on leur donne une flore, ils viennent dans la colonne du milieu, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils maturent leur barrière hémato-encéphalique. Donc ça, c'était le premier point. Moi, quand il m'avait montré ces photos-là, j'avais trouvé ça absolument fantastique. Je me souviens encore dans son bureau à Stockholm et regarder tous ces résultats, c'était assez chouette. Et ce qu'il a montré, bien entendu, c'est que les marqueurs, l'occludine, la claudine, les molécules qui assurent l'adhésion des cellules et qui sont un peu un des marqueurs principaux de la maturation de la barrière hémato-encéphalique, étaient diminuées en expression dans ces mêmes zones du cerveau, cortex, striatum et hippocampe. Vous voyez les colonnes blanches par rapport aux colonnes noires. Ça marque les animaux axéniques par rapport aux animaux ayant une flore normale, et ça c'est simplement les blots qui montrent le niveau d'expression. Donc ça c'était déjà pas mal, mais ce qu'ils ont fait en plus, je crois qu'ils ont un peu poussé sur les doses, mais enfin on ne peut pas trop l'en vouloir, c'est de montrer qu'un métabolite bactérien, qui est le butyrate, que ce soit d'ailleurs, je crois qu'il y a du butyrate de sodium, bon bref, que le butyrate semblait être la molécule, le métabolite bactérien qui récapitulait ce phénomène de maturation de la bordure en brosse. Et donc je ne vous fais pas de commentaires par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Ça, c'est des animaux axéniques non injectés par le butyrate. Et ça, les autres colonnes, c'est des animaux axéniques, injectés par le butyrate et qui donc maturent leur barrière hémato-encéphalique. Alors, moi, je ne sais pas dire si les quantités de butyrate utilisées sont physiologiques par rapport à ce que nous, on a comme butyrate dans la circulation, ou ce qu'une souris a comme butyrate dans la circulation. Enfin, manifestement, les experts ont trouvé que ça allait bien comme ça et que conceptuellement, c'était suffisamment fort et le papier est passé et c'est très bien. Donc j'ai voulu reprendre un petit peu ces aspects d'asthme et des aspects neurologiques aussi pour vous montrer à quel point cette interface du microbiote, en particulier dans les âges précoces de la vie, est importante avec, au fond, ce qui reste à développer quand on n'est pas complètement fini et qu'on a encore 2 ans devant nous pour mettre tout ça en place. Donc, ça, c'est ma diapositive pour finir. Au fond, c'est cette nouvelle science qui se met en place à l'heure actuelle de l'interface, encore une fois, microbiote, physiologie humaine et éventuellement développement, avec vraiment cette phase clé qui semble être l'étape de colonisation initiale du nourrisson, du nouveau-né plutôt, et les conséquences qu'elle va avoir, ne serait-ce que par ce cadre écologique de construction par vagues successives. C'est-à-dire si une vague manque, si la vague pionnière manque, si le microbiote initial est insuffisant, le microbiote va avoir du mal à se construire, ou en tout cas va se construire avec retard, dans une période où on en a besoin pour mettre en place un certain nombre d'étapes développementales telles qu'elles sont montrées en particulier expérimentalement chez la souris. Alors, le bébé, c'est bien, mais dans cette histoire, on a bien vu que ce qui était important, au fond, c'était non pas uniquement le bébé, mais c'était le lien mère-enfant, c'est-à-dire le lien de transmission microbien. Et bon, j'espère vous avoir convaincu que ça avait, au fond, des conséquences importantes à prendre en considération dans la médecine. Et il y a une médecine microbiologie périnatale qui commence à se développer à l'heure actuelle, qui est tout à fait agréable pour des gens comme nous, comme moi, parce qu'au fond, on voit que j'ai vu des gastro-entérologues mettre 10 ans ou 15 ans avant d'admettre qu'Helicobacter pylori était responsable de l'ulcère de l'estomac ou de la gastrite. Là, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent et que les pédiatres en particulier ou les gens qui font de la médecine périnatale réalisent beaucoup plus rapidement l'importance de ce microbiote, peut-être parce qu'ils sont confrontés à des pathologies du prématuré qui sont clairement des pathologies de mauvaise gestion du microbiote
comme par exemple les entérocolites nécrosantes qui sont à mi-chemin entre la renutrition, le microbiote et d'autres aspects, bien entendu, de faiblesse et d'immaturité du nouveau-né. Donc je pense que cette médecine-là va accélérer et grâce, entre autres, au fond, à la qualité aussi des données expérimentales qui ont été fournies ces dernières années, en plus des données épidémiologiques qui ont mis le doigt, encore une fois, sur cette problématique de pathologie postmoderne et de notre relation avec l'hygiène qui mérite d'être revisitée sur certains aspects. Et on pourrait éventuellement en reparler dans vos questions. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les années qui viennent. Donc voilà, je vais arrêter ici. Il faut que je laisse du temps à Pascal pour faire son séminaire. Enfin, c'était un sujet relativement riche et puis j'avais un peu envie de vous convaincre de l'importance de tout ça. Donc merci beaucoup.